Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes de retour avec notre invité à l'honneur, Xavier Dolo, qui est venu nous présenter sa bande dessinée, une histoire de la science-fiction en bande dessinée, donc coécrit par les Humanoïdes Associés et les éditions critiques. Bonjour Xavier. Bonjour Nathalie. Donc, la science-fiction, là on dépoussière, hein, on enlève, on dégage le plus de préjugés possible. Il y en a un qui m'a quand même fait, vous relatez un fait qui m'a fait sourire, puisque on peut se dire que quand même la science-fiction, au-delà de ses lecteurs, elle peut influencer certains apprentis sorciers. Et vous avez même évoqué un projet en développement actuellement au Japon, qui est un ascenseur spatial et qui devrait être annoncé pour 2050. C'est quand même, si même les Japonais s'y mettent... Les Japonais sont très technophiles. C'est la force de la science-fiction. Ouais. Oui. Puis les Japonais sont très technophiles, ils sont très friands de science-fiction aussi d'ailleurs, hein, parfois d'une autre façon, même s'ils ont une très importante littérature de science-fiction. Ils ont aussi une très importante bibliographie manga de science-fiction. Voilà. Je sais pas, pour en citer deux très connus, Akira par exemple, ou 20th Century Boys de Urasawa. Bon voilà, ils sont vraiment très à la pointe. Et effectivement, quand vous parlez de l'ascenseur spatial, bien oui, ça fait longtemps qu'en science-fiction ces ascenseurs existent. Et ça fait peut-être longtemps aussi que les scientifiques se disent que ce serait pas mal d'essayer d'en construire un quand on aura les moyens techniques et technologiques de le faire. Et ça commence à être le cas. Donc oui, il y a déjà des choses qui se passent autour de ça, mais on voit bien aux États-Unis avec le projet SpaceX aussi, hein, voilà, qui est dont le PDG finalement est un amateur de science-fiction. Ouais, tout à fait. Il avoue que dans sa jeunesse, il a lu Isaac Asimov ou surtout Robert Heinlein dans mes souvenirs, parce que très clairement, son projet ressemble à celui qu'est en train de mettre en place le fameux Lazarus Long dans l'histoire du futur de Robert Heinlein, qui est un des grands classiques et peut-être la première grande histoire du futur de la littérature mondiale, et là pour le coup américaine, et qui est disponible entièrement d'ailleurs dans une très belle intégrale chez l'éditeur Mnemos en France. Et c'est vrai que on a l'impression d'avoir affaire au projet SpaceX. Alors, on ne sait pas si le déroulé futur de ce grand cycle de Heinlein ressemblera aux aventures que vivront les descendants de SpaceX plus tard, mais en tout cas, c'est assez frappant que la science rejoint évidemment énormément la fiction. Oui. Alors, on verra si... Voilà, on ne sera plus là pour le voir, puisque le projet, ça se passe en 2600. Il y a, dans la littérature, vous relatez aussi ce projet d'un métro ou entre Brest et New York. C'est une idée de traversée de l'Atlantique, c'est quand même autre chose, hein. Ouais, ça c'était une idée dans mes souvenirs de Hugo Gernsback, justement, dans un de ses romans, ouais. Donc on verra si là aussi... Oui, et puis effectivement, on sera peut-être plus là pour le voir. Hein. Non, mais effectivement, dans notre monde réel qui cherche des choses à construire toujours, j'allais dire, évidemment, parfois ce genre d'idée ressurgit. Mais bon, il faut savoir que il y a eu des études très poussées, par exemple chez des groupements de scientifiques, pour essayer de récupérer parfois les idées émises dans des romans de science-fiction. Il y a eu des commissions là-dessus, qui existent pour voir si telle ou telle invention n'était pas possible ou imaginable à court terme ou moyen terme. Voilà, donc ça existe. Alors on voit aussi que par exemple l'armée peut s'intéresser ça peut s'intéresser à la science-fiction, en ce moment en France. Alors moi je suis pas super emballé par ça, mais c'est le choix de chacun. Il y a la Red Team par exemple, la Red Team qui c'est les militaires qui engagent des romanciers de science-fiction pour
pour explorer avec eux des futurs militaires possibles. Donc bon, voilà, hein, c'est pas de nouveau, hein, puisque les auteurs américains de l'âge d'or comme Heinlein ou Asimov avaient déjà été engagés par l'État américain pour aider les scientifiques à déterminer ou à définir de nouvelles inventions. Donc voilà, par exemple avec Asimov et Heinlein, ils ont travaillé sur un scaphandrier. Donc voilà, donc il y a plein de choses possibles. Ouais. Est-ce que l'arrivée des femmes des autrices en fait dans la science-fiction, ça pourrait influencer les thèmes abordés dans la littérature? Ah oui, alors là, oui, ça a donné un grand coup de fouet à la science-fiction et c'était tant mieux. Parce que c'est vrai que... Jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est quand même... il y a une domination masculine chez les auteurs de science-fiction. Là, depuis quelques années, il y a quelques autrices qui pointent leur nez. Peut-être que ça va amener un changement dans les thèmes, les thèmes aussi sociétaux, peut-être traités. Bien sûr. Hein. Alors, c'est vrai que si on prend la première moitié du XXe siècle... Là, les militaires viendront plus s'inspirer de la science-fiction. Non, peut-être pas. Ouais, c'est vrai que ça serait bien. Pardon, mais c'est vrai. Mais oui, la première moitié du XXe siècle a invisibilisé complètement les femmes. Hein, ça, c'est très clair. Pour publier dans les Pulp Magazine, il fallait être un homme, hein, ou alors il fallait être un homme dissimulé ou caché, enfin je veux dire, ou une femme plutôt dissimulée en homme, c'est-à-dire, par exemple, je prends le cas pseudo, quoi. Oui, voilà, je prends le cas de Gertrude Burroughs Bennett, hein, qui s'est fait appeler Francis Stevens pour publier. Ben voilà, c'est un choix de son éditeur. On pense à Catherine Lucille Moore, qui publiait C.L. Moore, donc simplement ses initiales pour pas savoir que c'était une femme. Et d'ailleurs, ça a tellement, ces récits ont tellement impressionné un autre auteur de l'époque qui s'appelait Henry Kuttner, qu'il a dit dans un magazine, mais quel auteur incroyable, ça ne peut être qu'un homme qui a écrit ça, blablabla, etc. Puis en fait non, c'était pas un homme, c'était une femme, et en plus il a fini par l'épouser. Donc ça a été toujours très très difficile pour les femmes de se faire une place dans cette littérature-là. Deux femmes par exemple ont vraiment aidé, je trouve, grandement à la publication de femmes dans la science-fiction. C'est une autrice d'ailleurs qui écrivait aussi, qui s'appelle Virginia Kidd, qui est totalement oubliée maintenant malheureusement aussi, qui avait créé une des toutes premières agences en fait littéraires aux États-Unis, et elle dans son portefeuille, j'allais dire, il y avait énormément de femmes, dont par exemple Anne McCaffrey, qui est devenue une des reines de la fantasy ou de la science fantasy, et Ursula Le Guin, qui est devenue la plus grande autrice de tous les temps pour moi de la science-fiction, et évidemment puis une de mes autrices préférées, voire mon autrice préférée. Donc l'autre personne s'appelle Catherine Lucille Moore. Et Catherine Lucille Moore, d'abord, elle a écrit des nouvelles qui étaient déjà à l'époque, dans les années 40, très féministes. Hein. Elle a écrit une histoire de vaisseau spatial où ça se passe mal pour les hommes, et c'est les femmes qui sont obligées de prendre les rênes du voyage, et ça se passe mieux. Voilà. Et surtout, elle a par sa passion, par ses voyages, elle a permis notamment à la science-fiction d'évoluer quand elle a ramené un petit peu les auteurs anglais de ce qu'on appelle la New Wave, la nouvelle vague de la science-fiction américaine. Elle les a ramenés via des anthologies, ce genre de choses, dans le champ de la science-fiction anglo-saxonne et donc américaine surtout. Et donc ces auteurs-là ont commencé à être connus aux États-Unis aussi, et ont aussi beaucoup inspiré d'autres auteurs et autrices qui sont arrivés dans les années 60, 70, et c'est vraiment les années 60-70 où on voit apparaître, grâce à tous les efforts des précédentes autrices, voilà, on voit beaucoup d'autrices qui commencent à émerger. Alors j'ai cité Ursula Le Guin, l'autrice de La main gauche de la nuit et des Dépossédés, qui sont parmi les plus merveilleux romans de science-fiction qu'on peut lire dans sa vie, donc allez chez votre libraire tout de suite. Ou des autrices extrêmement féministes, comme Joanna Russ ou Pamela Sargent, qui a écrit Le Rivage des femmes, qui est un très beau roman aussi.
Et donc, on a bien noté que là où les auteurs s'intéressaient surtout aux sciences dures, c'est-à-dire aux mathématiques, à la physique, etc., dans la science-fiction, eh bien, les femmes se sont plutôt intéressées aux sciences humaines, à la philosophie, à la sociologie, à l'anthropologie, exactement, et qui ont rapproché la science-fiction de l'humain, en fait, et beaucoup plus de l'humain. Donc, on leur doit vraiment parmi les meilleures œuvres de science-fiction de cette époque. Et puis, depuis les années 60, leur influence n'a cessé de grandir jusqu'à présent, où aux États-Unis, maintenant, ce sont très clairement les femmes qui ont pris le pouvoir en termes de science-fiction, bien sûr. Donc, en fait, ça répondait juste à une attente. Ah, totalement. C'était, c'est une venue qui a été extrêmement contrariée par l'histoire. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, quand on voit que le droit de vote pour les femmes n'est pas venu tout de suite. Après la guerre, par exemple, la guerre 39-45, bien sûr, eh bien, on les forçait à rester au foyer. Pour s'occuper des hommes. Donc, l'écriture, c'était hors de question. Donc, elle devait plutôt s'occuper de la famille. Hein, voilà. Donc maintenant, finalement, il n'y a plus d'excuses pour ne pas lire de science-fiction. Ah non. Parce que si c'était le côté scientifique qui rebutait le lecteur ou la lectrice, grâce à la venue de ces autrices qui ont pris la science par un autre bout, je dirais, maintenant il n'y a plus d'excuses, quoi. Non, parce que c'est une culture qui est devenue beaucoup moins misogyne et qui est beaucoup plus ouverte maintenant, je trouve, à l'égalité, notamment, et à l'égalité homme-femme, forcément. Et maintenant, après... Encore, il y a d'autres questions qui se posent dans ce milieu-là. C'est évidemment la place des racisés, par exemple, en tout cas des minorités, comme on dit. Parce que, des homosexuels, parce que dans les années 50, quand le thème a été abordé, ça a été un tollé. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, alors ça c'est sûr que justement c'est là l'importance d'un auteur comme Theodore Sturgeon par exemple, hein, qui a beaucoup parlé de sexualité dans ses œuvres et notamment a été un des tout premiers à écrire une histoire avec un personnage principal homosexuel. Et donc à l'époque, oui, ça avait fait un tollé. Tout à fait, comme quand Philip Joseph Farmer a écrit un roman qui s'appelle Les Amants étrangers, qui racontait quand même les aventures amoureuses d'un humain et d'un alien, quoi. Donc oui, c'était quelque chose en plus aux États-Unis, qui est un pays quand même très puritain. Ça la foutait mal, comme on dit. Oui. Là, ça casse les codes. Hein. Ouais, complètement, mais c'est une littérature qui a, quoi qu'il en soit, quand elle n'a pas été, quand elle n'a pas été républicaine. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais quand elle n'a pas été calibrée pour répondre à des critères sociétaux figés, on va dire. C'est une littérature qui a transgressé tout le temps. Tout le temps. C'est une littérature de transgression, de toute façon. C'est peut-être pour ça qu'elle peut faire peur, finalement, quoi. Ouais, tout à fait. On ne sait pas où on va. Bien sûr. C'est une littérature qui est capable de tout. De tous les possibles. Voilà, tout à fait, de tous les possibles. Enfin bon, maintenant, avec l'arrivée donc de ces autrices, ça va peut-être un petit peu alors dépoussiérer, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais moderniser ou mettre au goût du jour la science-fiction et peut-être changer aussi l'image qu'elle peut avoir, quoi. Ouais, puis de science dure, comme vous disiez, basée sur les découvertes de l'époque, les découvertes scientifiques. Là, on va prendre le côté humain de la science. Ouais, tout à fait. C'est maintenant aussi par ce prisme-là qu'on voit un petit peu tous les défauts de la science-fiction d'antan, quoi. Voilà. Qui permet aussi de voir finalement celles qui ont le mieux vieilli aussi. Attention, hein. Il n'y avait pas eu que de la mauvaise science-fiction, très loin de là. Même si elle était très masculine, ça n'empêchait pas qu'elle ait traversé les âges finalement. Évidemment. Et puis il y a eu des auteurs qui ont toujours, malgré tout, même dans des époques plus reculées, fait attention à l'image qu'il véhiculait de la femme. Voilà. Je parlais de Sturgeon, c'est un très bon exemple, par exemple. C'est sûr, c'est loin d'être parfait, mais on est loin de certains romans qu'on peut lire des années 20, des années 30, où là, la femme est carrément l'objet de... c'est la caricature. Oui, il y a le vaisseau spatial, il y a la femme, c'est la même chose, hein, c'est un objet, quoi. C'est dans l'histoire, et les ressources
ressorts dramatiques qu'on peut trouver dans ces histoires-là, souvent c'est la femme qui fait une connerie et c'est l'homme qui vient la rattraper. Donc c'est très cliché, c'est très basique. Mais à côté de ça, il y a aussi des titres qui passent les générations, Exactement. je dirais, et qui ressortent. Alors, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, par exemple, il y a des titres qui reviennent, qui sont quand même très récurrents, comme je pense à 1984, bien sûr. Le meilleur des mondes. Voilà, c'est quand même... Si ces titres-là ont traversé les générations et les années, c'est que derrière, il y avait quand même une réflexion qui dépasse l'époque, quoi. C'est ça, souvent c'est parce que justement derrière on a plus une réflexion sociétale intense et profonde que simplement la simple envie de raconter une histoire de divertissement. Malheureusement c'est souvent, je pense, la littérature de divertissement qui a le plus mal vieilli, voilà, plutôt que la littérature réflexive. Donc, quoi qu'il en soit... Comment est-ce qu'on veut vivre Oui, bien sûr. Quelle société pour demain on a envie, finalement, quoi. C'est ça, et la science-fiction, celle qui a traversé aussi le temps, elle a imaginé tout ça. Et elle est toujours lisible actuellement. Enfin, moi je vais pas dire le contraire, hein. J'en réédite actuellement. Donc, Et alors, pour pas empiéter sur l'époque d'aujourd'hui, même les pandémies, ça date pas d'aujourd'hui, quoi. Non, pas du tout. C'est clair. Les auteurs de science-fiction... Ils l'avaient déjà imaginé depuis longtemps. Très très longtemps. Oui, tout à fait. Bon, mais écoutez, sur cette belle idée de pandémie, on va se quitter. Et puis, on se retrouve demain pour notre dernière session de la semaine. À demain. À demain. Xavier Delot et Djibril Morissette Fan, histoire de la science-fiction en bande dessinée. Le meilleur des mondes décrit un État mondial créé après les destructions causées par la guerre de 9 ans, qui vénère l'être suprême, Henry Ford. Quant aux fidèles, ils sont sous l'emprise d'une drogue, le soma, la drogue du bonheur. La sexualité reproductive n'existe plus. Tous les enfants naissent en laboratoire. Les embryons sont génétiquement modifiés pour déterminer ce qu'ils deviendront selon leur caste. Celles-ci sont au nombre de 5. Les alphas, dominants, beaux et intelligents. Les bêtas, travailleurs au poste important. Les gammas, qui composent la classe populaire. Puis enfin les deltas et epsilon, petits, laids, simplement destinés aux travaux manuels. Mais dans le roman, on rencontre aussi les sauvages, dont fait partie John, bien qu'il soit né par erreur d'une mère de l'État mondial. Il lui sera proposé de visiter ce meilleur des mondes qui a tout d'un enfer eugéniste. Le meilleur des mondes figure parmi les grandes dystopies du XXe siècle, au même titre que Nous autres, d'Evgueni Zamyatin, Kallocain, de la suédoise Karin Boye, et, bien entendu, 1984 de George Orwell. Son influence réelle est inquantifiable tant elle est importante et visionnaire. Ce roman était une réponse à vos utopies, cher Herbert, qu'il a écrit tandis qu'avec votre propre fils et le frère d'Aldous Huxley, Julian, vous écriviez un essai de biologie en 3 volumes, The Science of Life. Entre membres de la famille Huxley, ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout, mais Julian, biologiste de renom, qui popularisa plus tard le terme de transhumanisme, Aldous et vous, Herbert, étiez tous 3 adeptes du darwinisme et d'un eugénisme vu comme une amélioration de l'humain, à l'opposé des eugénismes extrémistes d'alors, comme ceux du nazisme. Tout ceci nous amène justement à un autre héros de la littérature anglaise, George Orwell, à qui l'on doit 2 chefs-d'œuvre, La ferme des animaux, paru en 1945, et sa pièce maîtresse,
1984. Place à la lecture dans Il était une fois un livre Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.